Mathilde. Et on vous remercie évidemment pour votre venue et la foule qui est réunie pour venir entendre Mathilde nous parler de son œuvre. Alors, je voudrais, avant toute chose, avant de présenter Mathilde, vous dire qui je suis et pourquoi je suis là, parce qu'il faut toujours savoir d'où on parle. Alors, en fait, au départ, je suis agrégé de lettres et j'ai fondé les éditions Autrement dit il y a déjà 16 ans. J'ai eu l'honneur et l'immense joie de publier Julien Gracq. Nous sommes les seuls à qui Julien Gracq a accepté de céder cette audio, donc à la maison Autrement dit, parce qu'il adorait la lecture de Gérard de Nerval que je lui avais offerte. Et le dimanche, il invitait un ami et il buvait du Porto, il sirotait du Porto à deux dans deux Voltaire et ils écoutaient Alain Carré, un acteur de France Culture qui lisait, enfin qui lit toujours puisqu'il est gravé sur CD, qui lit Nerval. Et je savais que Gracq était un immense nervalien, qu'il adorait Nerval, et grâce à ça, un peu avant sa mort, il a dit OK pour le rivage des Sirtes, un balcon en forêt, etc. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ce même acteur, il y a des gens qui se rencontrent sur Mythique, nous nous sommes rencontrés sur Facebook. C'est-à-dire que cet acteur a vu passer un extrait d'une lecture ou d'une interview de Mathilde qui parlait de son livre. Il a envoyé un petit mot disant « Vous devriez en parler, votre voix est belle, vous devriez en parler à mon éditeur. » Autrement dit. Et à partir de ce moment-là, l'idée est venue vu la charge émotionnelle, autobiographique, etc., je me suis dit effectivement, ce livre ne peut être lu que par l'auteur. Et c'est ainsi donc qu'on a pris contact avec Mathilde, et très vite finalement, très vite, l'été, Mathilde a pris le train, elle est venue donc en Belgique et on a enregistré 2 jours d'affilée son livre, donc en audio, en studio, et l'intérêt du livre audio qu'on n'a pas dans un livre papier, c'est qu'il y a une longue conversation entre l'éditeur audio et l'auteur au sujet de sa lecture, au sujet de la genèse de l'œuvre, etc. Et si je suis ici ce soir, c'est simplement parce que Mathilde, ayant trouvé que cette conversation était intéressante et ayant beaucoup d'échos qui lui revenaient de gens qui disaient, au fond, on devrait presque commencer par l'écoute de l'interview pour mieux comprendre le texte, elle m'a demandé de venir vous présenter son œuvre et surtout de l'interviewer. Voilà, je pense, le cadre qui explique ma présence ici. Alors, ce n'est sans doute pas pour rien que votre éditeur papier est à Toulouse et votre éditeur audio en Belgique. Il semblerait que le monde parisien n'ait pas souhaité donner sa chance à votre livre à cause de votre nom et de la réputation de votre famille, mais aussi peut-être parce que des auteurs un peu tapageurs ont monopolisé le thème de l'inceste et n'en font pas un combat comme vous, contre, mais au contraire, se donnent une espèce de gloriole de ce qui leur est arrivé. Tout à fait. Il faut vous s'en mettre comme ça, mais faites-le, après ça passe. Voilà, sur le menton. Oui, je pense que j'ai pas du tout une façon tapageuse de raconter, de traduire ce que j'ai vécu. C'est beaucoup plus ressenti par les émotions et c'est vrai que de rester dans le factuel, c'est pas ma façon d'être. En tant qu'auteur, en tant que personne aussi. Et puis je pense que par rapport au lecteur, il faut aussi beaucoup de respect, il ne faut pas le brusquer. Et je pense qu'il y a des faits qui peuvent qui se visualisent sans qu'on les écrive. Et je pense que c'est une manière de respecter le lecteur et surtout de ne pas tomber dans le voyeurisme et de lui transmettre
Justement, en s'élevant par une autre dimension, il y a beaucoup plus de moyens pour s'en sortir. Qu'en restant dans le détail factuel, il faut sortir de ce... Parce que justement, c'est une atteinte portée au physique. Je pense qu'au plus on passe... c'est par l'intellect que je m'en suis sortie. C'est pas par... Puis c'est surtout par la chance que j'ai eue de rencontrer Catherine Otto je remercie toutes les personnes qui sont présentes et qui ont la patience de lire ce livre accompagnement. Je vous passe la parole. Alors, on s'est rencontrés sur un plateau d'émission télé. Moi j'étais invitée en tant qu'expert, même si je n'aime pas trop ce terme-là. Et c'est vrai que pour avoir pu vivre, les livres de témoignages, il en existe. Et c'est toujours compliqué pour une victime de mettre des mots sur son histoire sans tomber au voyeurisme, sans tomber dans la mise en spectacle. Surtout pour des victimes d'inceste, ce qui a été le plus effracté, c'est l'intimité. Et cette notion de transmission aussi. Et c'est quelque chose qui transparaît beaucoup quand on voit les effets sur la transmission, avec beaucoup de pudeur. Et c'est pas toutes les victimes d'inceste qui arrivent à retranscrire ça, c'est-à-dire à se réapproprier une pudeur, une intimité, et comme je disais à l'instant, le respect du lecteur, le respect des gens qui vont lire, qui n'ont pas forcément notion de la violence de ce que ça peut être, de ne pas chercher à être dans une contamination traumatique du lecteur, mais dans un respect pour permettre de comprendre. Autrement dit, on n'a pas forcément besoin de traumatiser le lecteur pour qu'il comprenne l'inceste. C'est un peu clair, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis avec cette dimension, on en avait parlé sur le plateau, mais de transparaît bien avec le travail que vous avez fait avec Catherine Otto, de ce qu'on appelle nous la mémoire traumatique, qui est en fait pour des victimes d'événements traumatiques, alors d'abus sexuels, d'agressions sexuelles ou de confrontation à des morts violentes, qui n'accordent pas d'autres. Le fait d'avoir été confronté à sa mort psychique, corporelle, avec l'inceste, à une forme de mort filiale, parce que l'inceste, ça nous est subjectif, ça nous exclut d'une filiation. Parce que celui censé vous protéger, c'est les amis. Donc, il y a ces affaires-là, c'est extrêmement violent. Ça peut faire trace, ça fait trace pour chacun de façon différente. Il y a une organisation temporelle qui est tout à fait variable. Et on sait que pour les Français, les professionnels savent que pour les victimes d'événements traumatiques, une des grandes difficultés, c'est d'être reconnues pour ce qu'elles ont vécu. Alors, j'aime pas du tout le terme victime, vous savez, parce que ça engloue les gens dans cette histoire-là, ça les stigmatise, ça les fige là-dedans. Et Mathilde, pour moi en tout cas, elle n'est pas qu'une victime d'inceste, elle est avant tout Mathilde, la femme qu'elle est, la vie qu'elle a. Ça fait partie de votre histoire, mais ça ne résume pas toute votre histoire. Et je pense que c'est aussi important de ne pas condamner les gens, sinon ils ne peuvent vivre de ça. Et c'est pour certaines victimes, certaines fois, le risque, c'est d'être dans une forme de rumination, de faire de leur histoire leur raison de vie, d'exister, et de ne plus être que ça, en oubliant d'être ce qu'ils sont aussi. Et il y a la Mathilde d'avant, la Mathilde d'après. Et dans la mémoire traumatique, juste pour dans la mémoire traumatique, ce qui est souvent compliqué, c'est pour ces victimes, les personnes qui ont été, voilà, comme je dis, c'est blessées psychiques. C'est beaucoup plus juste. Parce que cette blessure psychique, elle est invisible. Il y a les blessures du corps, les victimes d'inceste ont des traces corporelles. Des fois, elles nécessitent des opérations, des choses dont on n'a pas en parlé, mais c'est quand même une réalité. Il y a des traces physiques et la trace psychique, ça c'est une blessure invisible. Et elle se voit, ou elle se perçoit, ou elle se ressent, mais pas toujours. Et quand une personne commence à dire, à exprimer, ou essaie de témoigner, ou essaie de dire à sa famille, ou des fois porte plainte, pas forcément juridique, judiciaire, mais porter plainte, se plaindre d'eux. Et puis certaines fois, dans les procès d'assises, on voit bien comment les personnes qui ont déposé une plainte, les parties civiles peuvent être mises à mal, parce qu'on a l'idée que la mémoire va être tout à fait chronologique, factuelle, etc. Or, une victime d'inceste d'événements traumatiques, c'est une mémoire émotionnelle qui peut être très lacunaire. Il y a des flashs, des réminiscences, et des fois il faut beaucoup de temps, beaucoup d'années, des fois toute une vie. Des fois la vie n'est pas suffisante pour arriver à faire ce puzzle-là
Et quand on n'y arrive pas, il faut faire le deuil de ça et continuer de vivre avec ces blancs-là, ces difficultés-là, où tout d'un coup, ça peut revenir, comme le travail que vous avez fait avec Catherine Boutot. Donc c'est tout ça qui n'est pas simple, parce que du coup, ça peut créer chez les autres, les autres c'est l'entourage, les collègues, d'autres professionnels, des fois, une forme de déni, en disant, ouais, c'est quand même, tu as vécu ça, mais avec ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas possible. Et si c'est possible, donc je pense que votre témoignage sera le plus précieux, j'espère pour vos proches, même si j'imagine que voilà, c'est pas forcément la reconnaissance familiale qui est si importante, elle n'est pas toujours là à nous, mais en tout cas d'être ce témoignage-là, je pense que d'autres personnes victimes et puis pour d'autres professionnels, c'est très important de comprendre et de savoir qu'on peut en parler avec beaucoup de grand merci. Merci infiniment pour ces cours qui sont très, très justes et qui traduisent complètement le ressenti et le fait de pouvoir le dire avec beaucoup de trouver les mots avec beaucoup de pudeur sans choquer les autres, en étant et bien être regardé comme quelqu'un de normal. On peut être considéré comme un être humain normal, même si on a été blessé. Ça ne veut pas dire, c'est pas il y a un journaliste qui me posait la question, est-ce que pour vous c'est un handicap? Non, ce n'est pas un handicap. C'est un accident, c'est pas un handicap. Je suis une femme comme les autres, avec cette blessure qui est plus difficile à assumer que les autres. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours de rencontrer Catherine Boutot qui a travaillé longtemps à mes côtés pour faire émerger ces îlots qui étaient enfouis, occultés et qui me protégeaient d'une certaine manière. Mais je vis beaucoup mieux ayant connaissance de ce passé traumatique. Même si on se prend une claque en pleine figure, il vaut mieux une claque en pleine figure que des blancs. J'ai eu la chance de ne pas rester avec des blancs. Oui, ce que je voudrais dire en tant qu'éditeur, c'est que si j'ai publié Mathilde, c'est parce que justement, il y a des millions de récits. Chaque année, il en sort des centaines et des milliers de gens qui ont le cancer, qui nous expliquent comment ils ont lutté contre le cancer, etc. Ou des gens qui ont été violés, qui vous expliquent le viol. Et c'est souvent larmoyant, et tandis que chez Mathilde, il y a un style, et c'est ça qui est intéressant aussi au niveau littéraire, c'est que c'est une écriture. Il y a une écriture, et le journal La Croix, sous la plume de Madame Gomez, ne s'y est absolument pas trompé, puisque c'est ça aussi qui m'a décidé à entrer plus avant en contact et à étudier la possibilité de faire un livre ensemble, c'est la notion de écriture du désastre, mais aussi de la reconstruction. Donc le style dit les deux. Et ce qui est incroyable, c'est que Mathilde, par son style très kaléidoscopique, dit déjà la fracture de l'inceste, par son style. Et j'ai offert le livre audio à une dame qui est kinésiologue en Belgique et qui travaille avec des enfants cancéreux, etc. en hôpitaux. Et elle me disait que c'est tout à fait normal que votre style soit kaléidoscopique parce que les enfants qui sont déconstruits comme ça ne parviennent pas à dire. Proust l'avait déjà expliqué avec la mémoire. La vraie mémoire n'est pas une mémoire qui commence par l'enfance et qui va jusqu'au point où l'on écrit. La vraie mémoire, elle est
est par flash, elle est par sensation, mais chez vous, c'est vraiment extrêmement prégnant, ça se voit, il y a des histoires de boîtes en carton qui reviennent, et au début, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, etc. Et puis, petit à petit, les choses se mettent en place et on comprend que, voilà, il y avait un enfermement des enfants dans ces boîtes et qui deviennent des châteaux, etc. Mais donc il y a un style, et ça je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que c'est une véritable écriture. Ce n'est pas larmoyant, ça n'a aucun moment il y a un mot de voyeurisme, mais rien. Et donc ça se tient au niveau littéraire. Et en tant qu'éditeur, ça c'est important pour moi parce qu'on n'a jamais publié dans la maison dont je parlais des gens dont le style ne se tient pas. Donc ça, c'était pour vous féliciter et vous dire que vraiment c'est un très beau livre au niveau du style et de son écriture et de ce qu'il dit. Alors, ce qui est au niveau des faits, ce qui est absolument incroyable pour des gens qui ne connaissent pas ce phénomène-là, c'est qu'en fait, ou ces faits-là, c'est qu'en fait, vous n'aviez plus conscience de ce qui vous était arrivé. Parce qu'il y a cette amnésie qui protège l'enfant en quelque sorte, qui lui permet de survivre. Et une amnésie absolument incroyable, puisque chez vous, il a duré des dizaines d'années, 30 ans, et que, en fait, vous avez été consulté, Madame Dolto, parce que vous ne saviez plus vous endormir depuis l'enfance, sans médicaments, et que vous n'expliquiez pas le suicide de votre frère. Oui, je ne veux pas, enfin, j'ai consulté Madame Dolto parce que mon petit garçon était autiste. Ah, voilà. au départ. Mais c'est vrai que je pense qu'intuitivement, j'avais envie de faire un travail sans... je pense qu'il n'y a pas de hasard. On ne s'est pas rencontré de partie très facilement, très directement dans les canetons de la main. Et elle l'a vu comme Hélène me verrait, que j'ai des fractures. Je pense que quelqu'un qui connaît, j'ai des fractures qui se voient et qui sont... je sens les personnes qui me côtoient sentent que j'ai une enveloppe qui est fragilisée et que je reste... on n'a pas que les autres, mais en même temps, on a envie d'être aussi heureuse, voire plus que les autres. Et pourquoi faudrait-il être comme les autres? Quelque part, c'est pas plus mal de ne pas être comme les autres, je trouve. Mais c'est cette impression. Les victimes d'inceste, elles ont été désubjectives. Il faut bien comprendre ça. Déshumanisées. Et c'est probablement ça dans les études, la maltraitance qui a le plus de répercussions traumatogènes par rapport à d'autres types de maltraitance. Parce que ça touche le sexuel, ça touche le corps, ça touche la transmission de l'autorité. Et la désubjectivation, et pendant des années, elles ont été traitées comme des objets, elles ont été traitées comme des non-sujets, ce qui fait que pour survivre psychiquement, ces victimes, c'est très propre à la maltraitance intrafamiliale, parce qu'elles vivent dans un environnement qui les malmène, qui les désubjectif, qui les déshumanise pour arriver à survivre. Vont souvent développer ce qu'on appelle un clivage post-traumatique. Donc il y a la partie souffrante, il y a la partie qui sait qui est sécu, qui est encryptée, cette mémoire traumatique qui est très compliquée, et la partie qui essaye de tenir, de vivre. Et certaines fois, c'est voilà, comme une espèce un corps fantomatique. Et il y a une forme, alors moi le terme que j'utilise, alors qui des fois n'est pas du tout entendu, accepté, mais je l'utilise, l'inceste a cette dimension de génocide identitaire, au sens de destructivité psychique de l'identité. Il va falloir se reconstruire une identité. Ça prend quand même des années. Et peut-être que Catherine Dolto, 10 ans plus tôt, n'aurait peut-être pas été entendue par nous de la même façon, si elle a entendu à ce moment-là. Peut-être que votre petit garçon vous a permis de prendre aussi soin de vous à ce moment-là. Peut-être pas avant aussi. Ouais. Et le fait d'être différent, ça fait aussi une force. Et cette amputation d'enfance, amputation, c'est un mot qui est fort, mais c'est tout de même ça, filiale, amputation de chance,
par rapport à des enfants qui grandissent dans leur environnement souvent. Ça permet aussi, et je pense que c'est important, et vous en êtes la preuve, et grâce à vos écoles aussi, ça montre aussi, ça permet aussi de développer des compétences qui n'auraient pas été développées autrement. Et ça, c'est un vrai travail psychique de se dire, celle que je suis aujourd'hui, elle est aussi cette femme que je suis à cause de ce que j'ai vécu. C'est pas forcément simple à un moment donné, parce que certains vous diront, parce que le chant aura été bien, c'est pas tout à fait utile. Mais en tout cas, ça permet de développer des ressources, des capacités que d'autres n'ont pas. Heureusement que vous n'êtes pas dans cette norme, heureusement qu'il y a des différences qui font des richesses aussi. Oui, parce qu'on développe des... Pour survivre, je pense que l'amnésie, ça n'arrive pas comme ça. Je pense qu'on développe une énergie énorme à enfouir à enterrer une souffrance qui est inacceptable. On a une réactivité au niveau du cerveau pour mettre tout ça dans une boîte, il faut être très fort quelque part. Alors il faut encore d'autant plus d'énergie pour la rouvrir, la boîte. Et c'est vrai durant les 30 ans où la boîte a été fermée, j'étais heureuse le jour où elle s'est rouverte, même si c'était un vertige, je dirais proustien, quand il parle de la mémoire, c'était un petit peu vertigineux, mais en fait j'avais une explication à tout ce que j'avais vécu. Ça avait du sens, je savais pourquoi mon frère était mort, je savais pourquoi je ne pouvais pas regarder mon père, je savais pourquoi, beaucoup de choses qui s'étaient passées au sein de la famille. Je comprenais, tout s'expliquait. Et quand tout s'explique, on est heureux quand tout s'explique, même si ça fait... On devient acteur dans un devient acteur, passif. On ne vit plus avec ces blancs. Ces blancs qui ralentissent quand même, parce que ces blancs, j'avais des problèmes de spasmophilie dans le métro, j'avais des malaises, j'avais des choses anormales. Le corps parlait. Le corps, la mémoire du corps et la mémoire du cœur, même si on a une intelligence qui permet beaucoup, c'est grâce à ça qu'on s'en sort, la mémoire du corps, elle nous rattrape toujours. Oui, un dernier mot, parce que j'ai plein de train, mais je vais essayer de vous guider. Mais juste, ça Mathilde le sait bien, mais je pense que c'est aussi important de vous dire quand il y a des conférences de presse comme ça ou des témoignages aussi forts. On entend beaucoup parler de résilience, moi je fais partie de Sylvie, mais je pense très important qu'il n'y ait pas de malentendu. La résilience, c'est pas l'oubli. On est passé à autre chose, donc on n'a pas, j'ai plus rien derrière. La résilience, c'est avoir apprivoisé la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre plus, on a oublié. Et c'est aussi important de le rappeler, parce que celui qui est aussi résilient, mais vous témoignez dans ce milieu-là aujourd'hui aussi, que la souffrance, elle s'apprivoise, c'est possible, mais dire qu'on est résilient et on ne souffre plus, c'est un fort malentendu. Donc c'est aussi important de croire. On peut vivre en souffrance, on peut faire d'une force cette souffrance. On peut être résilient aussi à différents niveaux, mais pour continuer d'être, d'exister et de s'inscrire en tant que sujet, dans cette identité de sujet et plus d'objet, il faut que les autres puissent le reconnaître et le respecter. Ça, c'est très important. Merci beaucoup pour ces mots. Et pour rebondir, il y a une très belle phrase sur laquelle je vous interrogeais justement dans notre interview à la fin du CD. C'était cette phrase qui m'avait frappé, qui arrive autour de la page 190, si je me souviens bien. Après l'inceste, la vie s'arrête et la vie commence. Et je vous avais demandé d'en parler, et ça recoupe tout ce qu'on vient de dire ici, en fait. C'est tout à fait. La vie s'arrête. Des fois, c'est comme si on avait une identité
c'était avant d'avoir l'émergence de ces souvenirs, c'est comme si j'étais une partie de moi-même, une moitié de moi-même. Et en fait, le fait de récupérer l'intégrité de son être, et puis même de son corps, parce que j'ai eu des troubles hors marché. Avec Catherine Dolto, il y a des exercices qui consistaient à me réapprendre à marcher. On me disait, quand tu poses le pied par terre, il faut que tu sentes que ton pied est par terre. Des choses qui paraissent presque aberrantes et naïves. Et en fait, on a besoin de... Comme un enfant, et comme une autre vie, c'est une renaissance que j'ai eue depuis que j'étais se réapproprier son propre corps. Oui. En pleine conscience. C'est un mot on revient, c'est comme si on redevenait, comme si on redevenait enfant, mais moi j'étais une femme à part entière, ce que je n'avais pas avant longtemps, ces souvenirs sont revenus. Et donc, on ne doit pas reposer toutes les questions que je vous ai posées dans le livre, mais il y en a une qui me paraît quand même... Enfin, ce n'est d'ailleurs pas une question, c'est un constat, c'est que d'un côté, l'amnésie vous a permis de survivre et vous a protégé pendant des années, mais que le drame de l'amnésie, et ça c'est difficile vraiment à comprendre pour des gens qui n'ont pas vécu ce genre de traumatisme, c'est que l'amnésie vous protège tellement qu'elle efface tellement le côté conscient du drame que vous n'étiez pas consciente qu'en mettant votre propre fille dans les mains de votre père, donc du grand-père de votre petite fille, le drame allait recommencer. Et ça, pour des gens qui ne peuvent pas comprendre à quel point l'amnésie est à la fois une protection, mais aussi un danger, quelque part, puisque vous ne vous rendiez pas compte du danger qu'il y avait à remettre votre petite fille dans les mêmes situations que celles que vous aviez vécues. Tout à fait. Mais à ce sujet-là, ça m'intéresserait que, Jean-Marie, que tu interviennes, puisque on se connaît, tu as été très proche de toute l'histoire et qu'on s'est vu, toi qui as Oui, je me présente, je suis cousin germain de Mathilde. Et Mathilde est venue me voir au début de sa consultation avec Catherine Dolto. Et elle commençait à se souvenir. Elle avait déjà écrit des pages que l'on trouve maintenant dans son livre. Et nous avons beaucoup parlé et j'ai découvert son cheminement petit à petit, dans l'espace de 6 mois, 1 an, je me voir souvent, je suis allé chez toi aussi. Tu as parlé avec Elsa aussi. Oui. Et cette image, cette métaphore de kaléidoscope est très juste. J'ai constaté, mais je ne l'ai pas conceptualisé à l'époque, mais je constatais que la mémoire revenait par morceaux, mais des morceaux par-ci, par-là. Ça m'avait interpellé. Voilà. Je ne peux que dire, Mathilde, ton livre est magnifique parce que c'est un témoignage vrai, sans fioriture, tel que les choses te sont revenues en mémoire. Et Christine. Voilà, moi, en forme de conclusion, et puis on donnera la parole au public, je voudrais dire que depuis ce livre, jusque-là, je vous disais, j'ai fait du Gracq, j'ai publié Pierre Jour, j'ai publié René Char, j'ai publié quand même de grands auteurs, je crois qu'on peut le dire.
Et pour la première fois, là, je publiais un combat social, un combat quand même contre. Parce que ça aussi, on pourrait quand même en parler, c'est qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui vous prétendent que c'est un amour pur, celui du père vis-à-vis de sa fille. Ça s'entend à la TV, il y a même des gens qui ont milité, il y a encore pas si longtemps que ça, il y a une quarantaine d'années, on militait dans certains mouvements politiques pour presque la légalisation de ce genre d'amour qu'on définissait comme différent. Et là, j'ai vraiment pris conscience du pouvoir aussi de l'éditeur qui s'engage dans des combats sociaux ou sociétaux, comme on dit maintenant. Et c'est vraiment quelque chose vers lequel la maison d'édition avec vous ouvre un nouveau chemin. C'est-à-dire que je m'aperçois, par exemple, j'ai une ancienne élève d'espagnol qui travaille avec des enfants qui sont atteints de mucoviscidose et ils ont comme espoir de vivre 40 ans. Et elle découvre que ces enfants n'ont pas la possibilité de se projeter dans l'avenir. Et je lui ai dit, mais au fond, pourquoi est-ce que, comme Mathilde est venue lire son livre, tu ne viendrais pas nous parler du travail que tu fais avec ces enfants? Et donc, je voulais vous dire que, voilà, pour la maison d'édition, autrement dit, peut-être qu'un nouveau chemin s'ouvre vers des combats, des choses qui sont autres que simplement la littérature. Voilà, merci beaucoup pour ça et pour notre collaboration. Et s'il y a des questions, et je peux passer avec le micro pour... Des questions. Ça ne mord pas, regardez. Isabelle, vous voulez poser une question? Non. On peut écouter la La vie après, alors. La vie après. Non. Et toi, Myriam, tu veux poser une question? Comment ça se passe? Comment tu es? Voilà, Comment je le disais tout à l'heure. Je suis... Tu viens d'un patron comme elle, qui a une vie, Oui. Hein, Je sais pas, comment tu le trouves? voilà. Oui, je pense qu'il est possible d'être, il est toujours possible d'être. Je pense que de toute façon, le bonheur, c'est un choix pour tout le monde, pour tout être. Je dirais je pense que les personnes qui pleurnichent toute leur vie parce que qui se posent en tant que victime, je pense que ça conduit à l'échec. Il faut sortir de ce... La vie, c'est pas une victime, même si on est jalonné, on est appelé à des épreuves quand on est... Même s'il y a des accidents. Même s'il y a des accidents, je veux dire que la vie vaut tellement la peine d'être vécue. Prenons-les avec lucidité, mais le bonheur est toujours omniprésent, même si on a traversé des périodes difficiles. Alors je vois Solange. Le livre vous a-t-il aidé? Comment? Le livre, l'écriture du livre vous a-t-elle aidé à surmonter les douleurs, les difficultés? Oui. L'écriture du livre, la lecture du livre audio, ce que je dis dans le livre audio, tout a une valeur thérapeutique. Tout ce qui engage, tout ce qui permet de délivrer, de parler à l'autre, de lui dire calmement ce qui a été vécu et d'être reconnu simplement dans le regard de l'autre, d'être reconnu pas comme quelqu'un de singulier qui dit des choses bizarres, simplement que l'autre puisse accepter, oui, ça aide. Bien sûr que l'écriture du livre aide beaucoup, mais ce n'était pas l'objectif au départ. J'ai du plaisir à écrire. C'est ma façon de faire écrire que d'être architecte. Oui, Fabienne. Vous l'avez écrit à quel moment vous l'avez commencé? Alors, il y a eu des bribes
il y a eu des esquisses quand les souvenirs sont revenus, et des choses très... Sinon, l'écriture, c'est Mélène. C'est après le travail avec Catherine Delton. Ah oui, c'est après. C'est pas pendant, c'est juste. Non, c'est après. C'est bien après. Mais en fait, pendant que je travaillais avec elle, j'écrivais. C'était aussi une façon de travailler avec elle. Vous faisiez travailler justement, ça faisait partie du travail que vous aviez avec elle, c'est vous en plus du travail que vous suiviez ensemble. Ça faisait partie du travail, oui, ça faisait partie du travail et souvent j'arrivais au rendez-vous avec 3 pages que je lui laissais, qui n'était pas le livre, hein, mais où je lui disais ce que je ressentais et ces 3 pages elle les gardait, j'en avais fait photocopie, elle a tout le dossier. L'écriture, il est beaucoup. Je pense que c'est vrai que l'auteur a raison de le souligner, parce que c'est vraiment une écriture extrêmement dense, qui est très pleine. C'est vrai qu'on a parfois l'occasion de lire des ouvrages où l'écriture est un peu simpliste. Et j'ai été très surprise de voir votre qualité littéraire. Très impressionnant. Il y a Clémentine Je me pose la question de qu'est-ce qui a déclenché chez vous, Mathilde, l'envie d'écrire ce livre, mais est-ce que vous avez répondu? Je crois que ça a été dit. Mais je suis très touchée d'être là et je suis très heureuse d'être là. Voilà. moi aussi. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en fait, chaque fois qu'on discute ou qu'on échange, on part sur le sujet tellement vaste. C'est très chouette, justement, c'est que les questions qu'on vient de se poser ici, ce sont d'autres questions que celles du livre. Dans le livre, on évoque aussi le problème de la justice, la manière dont on a étouffé cette affaire, votre milieu, parce que ce n'est quand même pas pour rien que dans des tout hauts milieux aristocratiques où les gens se croient tellement supérieurs, on n'a pas les mêmes lois que le commun des mortels, etc. Donc tout ça, on l'évoque beaucoup plus profondément, je veux dire, même l'antisémitisme de vos parents, etc. On parle de tout ça dans le livre. Et alors qu'ici, on est parti grâce à la spécialiste Hélène vers d'autres choses. Et c'est ça qui est chouette, c'est que on n'épuise pas la conversation. Elle rebondit vers d'autres choses. Et je voulais le dire aussi, pour qu'on ne se dise pas, tiens, mais tout a été dit ici. Non, il y a chaque fois des choses tout à fait différentes. La lecture, l'écoute de notre conversation enregistrée, des petites vidéos que nous avons mises sur Internet. Tout ça, c'est foisonnant et ça permet d'ouvrir des pistes, je pense, de réflexion, d'échange. Voilà.